Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes dimanche 6 novembre 2022. Je continue mes, mes digressions à partir de la lecture de cet ouvrage Hegel, sa vie, son œuvre par Jacques Donte, agrégé de philosophie de l'université Docteur S. Lettres. C'est un livre qu'il a écrit en 1967, publié aux presses universitaires de France. Hegel, sa vie, son œuvre, avec un exposé de sa philosophie. Donc là, je suis à la partie qui commence à consacrer, qu'il consacre à sa philosophie. Donc, je lis, je découvre en même temps et je digresse, voilà. Je commente ou j'extrapole en lien avec mon site et ma théorie. C'est un prétexte pour essayer d'expliquer, de, voilà, d'éclairer le mieux possible la théorie que je défends sur mécaniqueuniverselle.net sur le site et qui s'intéresse à l'évolution de l'humanité, qui essaie d'expliquer, d'expliciter, de démontrer que l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection, que nous y allons tranquillement, à notre rythme, etc. Voilà. Donc, je commence ma lecture de Hegel. Alors, l'histoire est un drame. Donc, voilà, c'est la suite de la vidéo précédente, etc. Les vidéos se suivent au niveau de la lecture. L'histoire est un drame. L'action s'y développe d'une manière rhapsodique et syncopée. Alors voilà. Donc pour Hegel, l'histoire est un drame et il faut bien avouer que c'est le cas. On y rencontre, et je pense que il n'y a pas un moment dans l'histoire de l'humanité, de notre évolution, euh, qui n'a pas d'un côté ou d'un autre, à un certain endroit de la planète, euh, qui rencontre pas le drame, la violence, la guerre, la cruauté, etc. Alors, selon moi, ça va en s'amenuisant, ça va en, en régressant de plus en plus. Euh, mais bon, voilà, il faut en accepter, il faut accepter que c'est qu'on est dans cette aventure, que c'est le cas. Alors, je pense que une grande partie de ces drames seront résorbés, que le temps va finir euh, par, euh, par apporter la paix, le, une sorte de tranquillité. Les hommes auront dépassé le moment où ils sont, comme aujourd'hui, encore des loups pour l'homme, que l'homme est un loup pour l'homme, dans certains cas. Parce que si on réfléchit un peu plus posément, on se rend compte que la majorité humaine est bienveillante, est bonne et fraternelle, cherche à faire le mieux possible, etc. Et que c'est quand même extrêmement marginal que l'homme soit un loup pour l'homme. C'est pas la, la nature profonde de l'humain, et de moins en moins. Voilà ce qu'essaie d'expliquer ma théorie. Donc je continue la lecture. Les protagonistes, individus ou nations, y connaissent une alternance rapide de succès et de défaites, de joie et de souffrance, et toujours, pour chacun d'eux, une fin. Alors, c'est ce que pense Hegel. Hein. Voilà, donc là, on est dans la pensée d'Hegel. Évidemment, on ne peut pas contester qu'on
on alterne avec des succès, des défaites, des joies, des souffrances et une fin, évidemment. Seul le genre persiste, continuité qui, sans cette diversité changeante de son contenu, ne serait qu'une identité vide et morte. Et c'est ce que je pense, évidemment. Euh, le, le, ce qui perdure, c'est l'humanité en réalité. Les hommes se succèdent, sont là, etc., passent. Mais ce qui est fondamental, c'est l'humanité dans le fond. Mais en même temps, il faut garder à l'esprit que l'homme est fondamental, que chaque être humain est une parcelle divine, une parcelle euh, voilà, quelqu'un qui est à protéger, à choyer, etc. Donc, simplement parce qu'il participe à l'humanité. Il est, sans l'homme, sans l'individu, il n'y a pas d'humanité. Donc, il faut l'individu pour l'humanité. Donc, l'individu est, euh, est, euh, est euh, indispensable. Et tout ce qui est indispensable n'a pas d'échelle de valeur. C'est ce que j'écris sur la mécanique universelle, dès le début d'ailleurs. Ça s'est imposé à moi, cette idée-là. Tout ce qui est indispensable n'a pas d'échelle de valeur, parce que c'est indispensable, tout simplement. Et donc tous les êtres humains qui sont indispensables sur cette planète, puisque ils font tous, c'est l'ensemble des êtres humains qui fait que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. Et donc, CQFD, chaque être humain est indispensable et donc est équivalent les uns avec les autres dans la marche de l'humanité. Donc je continue la lecture. C'est cette vie que Hegel veut penser. Tenue à l'écart par la vieille métaphysique, elle avait du moins été sentie, saisie intuitivement par la contradiction, par la contradictoire conscience commune. Hegel a l'ambition de la comprendre et, à cette fin, il la livre d'abord à l'entendement négateur qui l'immobilise, la découpe, la tue. Mais il appelle ensuite la raison dialectique au secours. Elle dégèle ce que l'entendement avait figé, réunit ce qu'il avait dissocié, ressuscite ce qu'il avait fait périr. Ainsi, le biologiste dissèque-t-il d'abord les cadavres, puis, au-delà de cette mort et terriblement éclairé par elle, il restitue en pleine clarté la fonction vivante et familière. Pourquoi la vieille métaphysique s'en est-elle tenue aux cadavres? Pourquoi les philosophes détournent-ils leur attention du mouvement, du devenir de la vie? Eh bien, cette question, je me la pose aujourd'hui encore, aujourd'hui aussi. Pourquoi les philosophes détournent-ils leur attention du mouvement, du devenir de la vie, mais surtout de sa finalité? Pourquoi il n'y a pas de pensée, pourquoi la philosophie ne reprend pas le goût de la philosophie de l'histoire, de la téléologie, de l'étude des fins dernières? Pour quelle raison? C'est difficile parce que j'ai laissé un film que je voulais voir qui passe actuellement à la télévision. Et à chaque fois que je pose les yeux dessus, comme il m'avait fait terriblement rire, j'ai rien que de voir les personnages qui sont exceptionnels, euh, de drôlerie, ça me perturbe. Bon, c'est pas grave, il faut pas que je tourne la tête vers la télé. Donc, voilà, pourquoi l'humanité? Pourquoi l'humanité? Pourquoi
la philosophie depuis longtemps. Mais pourquoi elle ne se remet pas dans l'idée de s'intéresser à la téléologie? Il y a une sorte de hantise, comme parler du spirituel, comme parler de Dieu, comme remettre... Il y a quelque chose, il y a une sorte de hantise du monde philosophique, du monde scientifique, d'arriver à ça. Alors, c'est tout à fait explicable, hein. C'est légitime. Pendant des siècles, le religieux a terrorisé le scientifique, il faut le dire. Il a, peut-être, c'est un bien grand mot, terrorisé, parce que les religieux ont laissé, et de toutes les religions, que ce soit le christianisme, le judaïsme, l'islam, et pareil de l'autre côté, du côté asiatique, ils ont cohabité avec les scientifiques, ils ont laissé les scientifiques s'épanouir, même si, bon, voilà, avec de temps en temps, il fallait pas qu'ils dépassent des bornes, ils étaient quand même cadrés, etc. Il y avait, voilà, ils étaient sous la coupe, malgré tout, de la psychologie du dominant religieux du moment. Voilà. Si le dominant religieux du moment était paisible, ouvert d'esprit, la science n'avait rien à craindre, et sinon, ben, il fallait qu'elle use de subterfuges pour pouvoir, ou de recul, comme voilà, Galilée obligé de ravaler ses propres vérités pour éviter d'être tué. Et il a très bien fait dans ce sens-là. Parce que l'histoire, il a compris que l'histoire rectifiait les choses, que quoi qu'il arrive, voilà, il serait sauvé. Il n'a pas eu besoin de faire un acte d'héroïsme en pure perte, quoi. Voilà. Et donc, donc la religion a été oppressive, c'est clair. Et quand la laïcité a vaincu après une bagarre, hein, quand elle a réussi à s'imposer, à prendre le pouvoir à la place du religieux, eh ben, elle a fait la même chose. Elle est partie dans l'excès inverse. Elle a voulu vraiment brimer, casser du curé, en somme. Et c'est, voilà, c'est des réactions légitimes, c'est des réactions primates, toutes simples. On est sous ce couvert-là. Quand le dominant primate, quand un prétendant renverse le dominant actuel, le dominant, il le renverse, il le fait fuir, et pendant un moment, il le terrorise pour qu'il ne revienne pas, quoi. Voilà, jusqu'au moment où il a fait sa dépression, et c'est ce qu'a fait l'Église d'ailleurs, du côté occidental, et a accepté, voilà, accepté les conditions que la science devenait maître de cérémonie, et que le religieux devait se ranger derrière, et c'était tout. Voilà. Et donc, il y a cette peur-là de se faire conspuer si on part dans du spirituel. Tout de suite, on vous saute dessus, carrément. Si vous êtes un peu connu, si vous êtes une célébrité de la science ou de la philosophie, et que vous allez venir... si vous n'êtes pas dérangeant, ça va, on vous laisse parler. Mais sinon, si vous avez trop d'influence, on vous laisse pas vous exprimer facilement à ce niveau-là. Mais enfin, l'oppression est quand même moins forte à partir du laïc que le religieux envers le laïc, ça c'est clair. Mais voilà, il est temps maintenant de baisser les bras, comme chez les primates d'ailleurs. À un certain moment, ils finissent par se réconcilier, et puis le dominant qui a été dominé revient doucement, fait vœu d'allégeance
etc., montre qu'il n'a plus de velléité de pouvoir, etc. Et à ce moment-là, il y a une sorte de réconciliation qui se fait. Et là, on aura droit, et sans doute, à la même chose. Mais il faudra encore un peu du temps. Alors, je continue ma lecture. Héraclite, dont il n'y a pas une proposition, nous dit Hegel, que je n'ai reprise dans ma logique, fait exception, avec quelques autres, à ce délaissement. Donc, il va falloir que je lise Héraclite correctement pour comprendre pourquoi Hegel s'est intéressé à ce point-là. Pour motiver, mais j'ai lu, j'ai compris, j'ai picoré un peu dans Démocrite, Héraclite, euh, euh, les cavales, etc. Je me souviens plus comment. Bon, bref, j'ai lu en diagonale rapidement, avec très peu de concentration, mais j'ai compris à quel point ils étaient importants, tous ces philosophes présocratiques. Là, il y a quelque chose, parce qu'ils mélangeaient le spirituel, donc le spirituel haut de gamme, c'est-à-dire l'expérience extatique, la fusion avec le divin, avec la recherche scientifique. Ils ont tous, la plupart, à mon sens, ont fait ces expériences-là mystiques totales. C'était l'époque, les mystères d'Éleusis, euh, les sectes pythagoriciennes, etc. Les mystères, toutes ces expériences-là, qui venaient sans doute d'Asie, hein, ont été, je pense, pratiquées par tous ces philosophes présocratiques et sans doute par beaucoup d'autres post-socratiques et socratiques. Donc, pour motiver un comportement philosophique si général, Hegel invoque surtout les nécessités internes du développement de la connaissance. Il fallait commencer par l'erreur, sans quoi pas de progrès. Donc, et sur la mécanique universelle, intuitivement, bien avant de lire Hegel, et même là je découvre cette phrase-là, j'écrivais: l'humanité évolue par tentative, erreur et rectification, par essai, erreur et rectification. Et voilà, j'avais pris appui sur l'expérience du fait que, voilà, dans les années 50, on découvre 40, je ne sais pas, on découvre les colorants, et on ne sait pas leur dangerosité, pas trop encore, et on en met à toutes les sauces, on met, voilà, du colorant de tous les côtés, parce que c'est beau, parce que c'est pour faire plaisir, quoi. C'était pas, il n'y avait aucune méchanceté dans cette chose-là, c'était, bon, voilà, pour vendre un peu plus, mais c'est aussi pour séduire le plus possible, pour faire plaisir, quoi. Et puis on se rend compte que c'est cancérigène. Et donc voilà, erreur, et on rectifie. On essaie de garder les couleurs, mais on va trouver des produits qui ne sont plus cancérigènes, des colorants qui le sont plus, ou qui le sont beaucoup moins, etc. Voilà. Et donc je prenais appui sur ça pour démontrer. Ça, c'est des mécanismes. Je continue ma lecture. De plus, la vérité ne se ferait un chemin qu'en oscillant entre des illusions extrêmes. En conséquence, c'est la même loi d'évolution dialectique des systèmes philosophiques qui rend compte d'une longue carence et des découvertes de Hegel qui y mirent un terme. Le progrès interne de la pensée théorique a sans doute ainsi contribué à provoquer une mutation épistémologique dont Hegel a été le bénéficiaire. Et la philosophie classique allemande avait appréhendé un merveilleux outil de pensée. Mais pourquoi eût-il fallu le rectifier et le retourner contre elle-même, en même temps que contre lui-même, s'il ne s'était révélé incapable de mordre sur un contenu nouveau? La crise philosophique germait dans une crise sociale
et politique. Hegel a su reconnaître ce qui l'avait aidé à s'éloigner de la vieille métaphysique fixiste. Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que ces philosophes-là, ils savent reconnaître leur... Ils sont tellement puissants au niveau de leur créativité que ils n'ont pas de jalousie, ils ont pas de... Il n'y a pas de basse pensée, quoi, en somme, parce qu'ils sont sûrs de leur point de vue, de leur truc, ils sont, voilà, ils sont au top niveau, quoi, de leur pensée. Avant tout, l'impression prodigieuse ressentie par les contemporains de la Révolution française. On n'avait jamais vu cela, jamais. Hegel le précisera à la fin de sa vie. Ouvrez les guillemets. Depuis que le soleil se trouve au firmament et que les planètes tournent autour de lui. On n'avait jamais vu ça depuis que le soleil se tourne au firmament et que les planètes tournent autour de lui. Pour lui, la Révolution française a été le grand boom. Il y en a eu plein dans l'histoire de l'humanité, évidemment. C'est clair. Elle est, en fait, chaque génération a son explosion créatrice, finalement. Alors, plus ou moins intense, évidemment. Il y aura des degrés d'intensité, certainement. La Révolution française est fondamentale, mais la Révolution de 1748, avec ce qu'a été vécu dans la Commune, les tentatives qui ont été explorées, l'arrivée des phalanstères, voilà, la révolution russe, et puis la découverte du libéralisme, tout était des grandes étapes de révolution. Alors que très jeune, hésitant encore à tenter l'aventure philosophique, il s'interrogeait sur son propre commencement, il lui était arrivé de revendiquer d'autres préalables que l'idéalisme allemand. Il confiait à son ami Schelling, ouvrez les guillemets, dans ma formation scientifique qui a commencé par les besoins les plus élémentaires de l'homme, il a fallu que je sois poussé vers la science et que l'idéal de ma jeunesse se transforme en une forme réflexive, en un système. Et c'est une philosophie à système, ce que les philosophes contemporains ne veulent plus entendre parler. Et il envisageait déjà les répercussions que le système réflexif, pas encore constitué, pourrait avoir sur les exigences humaines dont il était parti le plus humble. Deux points, ouvrez les guillemets. Je me demande maintenant, alors que je suis encore occupé à cela, comment il serait possible de trouver un retour à l'intervention dans la vie des hommes. Fermez les guillemets. Hegel avalisait donc la double dette de son époque envers le passé. D'une part, celui-ci lui livrait un monde inédit dans lequel il se réjouissait d'apparaître, curieux et audacieux, pourvu d'un juvénile appétit. Et d'autre part, ce passé mettait à sa disposition tout ce que les hommes au cours des siècles avaient accumulé et coordonné en fait de sciences, de techniques, d'art, de religion, de politique et de philosophie. Il aimait les métaphores alimentaires. Il se jeta sur ce somptueux repas. Voilà, point final. Eh bien oui, bien sûr. Et c'est là où chaque époque est une époque extraordinaire. Parce que, voilà, l'invention du langage, de pouvoir coordonner un langage, même si, évidemment, ça ne s'est pas fait dans une tribu, toute seule, etc. C'est quelque chose qui était un travail commun de nombreux hommes, de nombreux êtres humains qui ont voilà, enrichi cette forme de langage.
mais c'est extraordinaire quand le langage a pu être assez fluide pour pouvoir commenter tout ce qu'on vivait, pour pouvoir s'expliquer. Et puis un jour, on a découvert l'écriture. Ça a commencé lentement, progressivement, et puis cette écriture, peut-être ça a pris une génération seulement. Et donc des hommes ont vu le moment, ont connu comme lui qui a connu le moment pré-révolutionnaire, où c'était le roi qui était le maître de tout, donc la noblesse, et le moment où c'est la fin de cette noblesse et la révolution, ça passe sur autre chose, c'est le peuple qui devient souverain. Donc il a connu ça. Ben, les, les hommes qui ont connu l'écriture, certains, je pense, ont connu quelque chose d'équivalent. Dans une seule génération, l'écriture s'est peaufinée. Ils se sont dit, mais c'est incroyable. Et puis après, ils ont travaillé. Il y a eu la découverte des papyrus, de pouvoir engranger ces connaissances, de pouvoir les transmettre, s'en souvenir, etc. Écrire, et ça a été quelque chose de majeur, de magique. C'est incroyable, quoi. Euh, et puis, il y a eu le fait de pouvoir donc accumuler ces connaissances, ça a été, c'est ce qui l'explique là, voilà. Accumuler et coordonner les connaissances. Bien sûr, ça a été majeur et c'est quelque chose d'extraordinaire. Et quand on voit, et puis maintenant, on le voit pas comme quelque chose d'époustouflant parce qu'on y est à l'intérieur là. Mais il y a 30 ans, n'existait pas Wikipédia. Ou 20 ans, je ne sais pas même combien de temps depuis combien de temps c'est en place. Mais voilà, je dirais 30 ans, une trentaine d'années. Mais c'est époustouflant. Époustouflant. C'est-à-dire que c'est la bibliothèque de Babylone à la portée de tous, de l'humanité tout entière. Et le chagrin, tiens, d'ailleurs, de cette bibliothèque qui a brûlé, la bibliothèque, c'est Babylone ou c'est la bibliothèque d'Alexandrie. Des milliers d'ouvrages qui ont brûlé. J'aurais pas, j'en ai les larmes aux yeux là. J'ai du chagrin pour ça. Ça me fait mal au ventre de penser qu'il s'est pas produit une chose pareille. Alors j'ose même pas imaginer les sages qui allaient travailler là, les spirituels qui allaient réfléchir à ça. J'ose pas imaginer la, le, la, le sombre qui a dû s'abattre devant leurs yeux, la tristesse qu'ils ont dû ressentir. C'est quelque chose d'incroyable. Voilà. Et donc, et puis on a inventé, on a réinventé l'imprimerie, parce que les Chinois l'avaient déjà fait, etc. Et ça a été majeur. Et ceux qui ont inventé la roue, ceux qui ont inventé, ceux qui ont tenu le feu, ceux qui ont, etc., etc., ceux qui ont découvert des plantes médicinales, chaque fois, c'est des pures merveilles, en fait, l'évolution de l'humanité. Et évidemment, dans la période où nous sommes et celle qui viendra, voilà, dans 30 ans, il y aura peut-être une découverte majeure, etc., qui va faire quelque chose, où il y aura peut-être l'accession, qui sait, la décision d'aller vers la paix, par exemple, de choisir, de dire, bon, ben c'est bon, oui, effectivement, on a assez avancé de façon comme ça, la tête
comme une autruche. Et je ne sais pas d'ailleurs pourquoi on dit ça. Je ne vois pas, parce que les autruches, elles ont peur de rien, en fait. Elles sont, au contraire, c'est des bagarreuses de première catégorie. Et donc, elles n'enfouissent pas leur tête dans le sable, je ne sais pas, à part pour... Bon, bref, voilà. Bon, vous l'aurez compris, euh, le soir, l'oxygène s'échappant de tous mes pores, je respire pas bien et donc je suis très rapidement fatigué. Mais, et c'est ce qui fait que je vais arrêter là, mais voilà, ben, je pense que j'ai dit des choses qu'il fallait que je dise, quoi qu'il arrive, même si ça n'a pas été très bien, très bien dit, très bien verbalisé. Voilà. Et je vais voir la fin de ce film, qui est lui, cet acteur, je ne connais pas les noms de tous ces acteurs, mais ils me font mourir de rire. J'adore. Voilà. Bon, à très bientôt. Merci de votre écoute. À demain, si Dieu le veut.